Magnifique, on est à l'heure. Donc bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Thérèse Lemarchand, donc la fondatrice de Coméon. Et je suis heureuse de vous accueillir ce matin au Village Baïséa. Le Village Baïséa, c'est la pépinière de l'innovation du Crédit Agricole, dont on est lauréat depuis 1 an et demi. Et donc qui nous a permis de lancer ce cycle de conférences 12. On est aujourd'hui à la 11e séance. Et 12, c'est un cycle d'ateliers qu'on a lancé quand on est donc arrivé au village et qui a vocation à la fois à vous partager des retours d'expérience et vous inspirer dans vos métiers. Donc le format est assez cadencé puisque vous aurez donc 12 minutes d'intervention de chacune de nos intervenantes, 12 minutes d'échange entre elles et 20 minutes de questions-réponses avec la salle. Donc je vous invite à vraiment partager vos questions, vos réflexions, de manière à en faire un atelier collaboratif. La session est enregistrée, vous retrouverez tous les éléments sur notre blog, à la fois les éléments audio et la retranscription texte. Et vous pourrez également retrouver donc les éléments de retranscription des autres sessions de 12 qu'on a déjà réalisées sur plein d'autres sujets extrêmement intéressants également. Donc Coméon, c'est la plateforme de mécénat participatif. Nous développons la générosité en ligne pour permettre à chacun de contribuer au changement qu'il souhaite voir et de donner la puissance à cette contribution. Donc comment ça se passe ? Il y a 3 éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est l'accès à l'information. Le deuxième, c'est la facilité d'engagement. Et le troisième, c'est l'incitation au partage. Et ces 3 éléments sont vraiment essentiels dans l'atelier qu'on va mener aujourd'hui. Parce que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va faire que le citoyen que nous sommes va passer d'une discussion de comptoir, un peu à la française jurale, à la signature d'une pétition ou un vote en ligne, ou à la réalisation d'un don. Et aujourd'hui, les frontières se floutent parce que quand vous contribuez à une campagne de crowdfunding, votre don compte double. Il compte évidemment pour sa valeur financière, mais il compte aussi beaucoup pour sa valeur de plébiscite. Et on le voit puisque nous, sur les campagnes de crowdfunding, on a un don moyen de 120 €, donc qui est élevé, mais un don médian de 60 €, donc qui met en évidence le fait qu'il y a beaucoup de petits dons. Et ces petits dons, ils sont extrêmement importants parce que chaque donateur peut devenir un ambassadeur de la campagne. Donc tout le rôle qu'on a, c'est justement de faire prendre conscience à chacun de son rôle de financeur, mais aussi d'activiste. Et de l'autre côté, les associations ont également un enjeu très fort à transformer les signataires d'un vote en donateurs pour les projets. Donc ce sont ces sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Citoyens, donateurs, activistes, quelle passerelle ? Et pour ça, je suis heureuse d'accueillir Émilie Boulet, donc directrice de la communication et de la collecte de Reporters sans frontières, et Sandra Prédine-Ballery, directrice de la vie associative du département de l'Oise. Et la session est animée par Jérémy Fretin de Coméon. Bonne session. On sait que c'est une période qui est très chargée cette fin d'année. Donc on est vraiment content que vous puissiez nous accorder ce petit moment et partager votre expertise sur ce sujet qui est assez passionnant. Puisque donc on va parler, comme le disait Thérèse, de la notion d'engagement, qui avec le développement des nouvelles technologies a pris une diversité de formes dont on a tous entendu parler. On a tous déjà eu un vent des collectivités qui lançaient des opérations de vote participatif ou qui sondaient les citoyens pour affecter une partie de leur budget sur des projets qui ont reçu le plébiscite des citoyens. On a tous entendu parler des ONG, des associations qui lancent régulièrement des pétitions en ligne pour sensibiliser à des grandes problématiques, des causes ou des injustices qui se passent dans nos sociétés contemporaines. Et on a tous entendu parler bien sûr des campagnes de financement participatif qui sont menées par des institutions, des collectivités, des associations. Aujourd'hui, les sources de motivation et d'engagement, elles se développent beaucoup sur le digital, sur le numérique. Et il y a un véritable enjeu pour toutes les organisations de mettre en mouvement leur communauté et d'inviter à la participation et l'engagement. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de questionner le rapport entre citoyens, entre activistes et donateurs. Quelles sont les passerelles qui existent entre ces différents statuts, si on peut parler de statuts, et comment une organisation aujourd'hui, qu'elle soit une collectivité, une ONG ou une institution culturelle ou dans n'importe quel domaine de l'intérêt général, arrive à travailler ce rapport-là auprès de ses communautés. Donc pour réagir sur le sujet, pour partager leur retour d'expérience sur cette thématique,
Je vais laisser la parole à nos deux intervenantes du jour. Et Émilie Boulet, donc directrice de la communication et de la collecte chez Reporters sans frontières, ouvrira le bal de cette session. Merci Émilie. Bonjour à tous, merci Jérémy. Alors c'est vrai que quand Jérémy est venu nous voir pour nous parler de cette problématique-là, d'abord la première réflexion qu'on s'est faite, c'est une question qui est assez nouvelle. C'est-à-dire que ça sous-entend que dans les organisations, on fait des liens, on connaît chacune des catégories mentionnées ici, donc citoyens, activistes et donateurs, ce qui est finalement c'est quelque chose de récent, puisque ça, à mon sens, ça naît, cette catégorisation naît quand on a la base de données, quand on a des bases de données au sein des organisations, et ça c'est quelque chose qui arrive avec le digital. Avant ça, évidemment, on avait des appels aux dons, évidemment on lançait des pétitions dans la rue, etc. Mais on n'avait pas comme ça cette volonté de créer, comme je dis ici, des passerelles. Alors si on parle si on emploie des gros mots, on dirait conversion. En fait, on cherchait pas à transformer, comme ça se fait dans toutes les entreprises, dans toutes les marques, des gens qui à un moment donné sont proches de vous, de votre marque, de votre cause, en personnes qui à un moment donné, pour les entreprises consomment, pour les organisations font don. Donc voilà, en préambule, peut-être rappeler ça, la première chose c'est que c'est quelque chose de très récent et qui est lié à la dataisation entre guillemets dans les organisations, et on est probablement qu'au début de ce phénomène-là. Et la deuxième chose en préambule, c'est que c'est absolument déterminant et important de se poser cette question-là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on se rend compte, en tout cas dans notre organisation, qu'on est que nos donateurs sont plutôt âgés. Donc on est sur une cible qui est vieillissante. Et donc la question du renouvellement, de l'accroissement de cette base passe nécessairement par la question ici posée sur comment fait-on pour trouver de nouvelles personnes, de nouveaux donateurs, comment fait-on pour intéresser des gens à la cause qu'on mène, et comment fait-on pour transformer finalement ces personnes qui sont proches en acteurs via le don ou via la mobilisation activiste entre guillemets. Donc voilà, c'est en quelques mots le résumé de la question. Alors comment fait-on pour les transformer ? Je dirais que probablement qu'on ne fait pas. En fait, on ne cherche pas tout de suite à transformer les citoyens en activistes, les activistes en donateurs. On essaie d'abord de travailler chaque catégorie de façon séparée. C'est-à-dire que pour nous, dans une organisation, les citoyens, il faut les mobiliser, les engager autour d'une cause. Et donc pour ça, on utilise par exemple beaucoup les réseaux sociaux. On mène des campagnes comme on a fait avec un artiste qui s'appelle C215. On a peint dans la rue des portraits de journalistes turcs emprisonnés avec un hashtag Save Turkish Journalist, qui permettait à un moment donné à tous les citoyens qui passaient devant cette œuvre d'art dans la rue, de se dire tiens, qui est cette personne, je vais regarder, je vais m'interroger, je vais regarder sur le hashtag, sur les réseaux sociaux. Et donc là on voit bien qu'on est dans une dynamique qui était celle de l'engagement des communautés à s'intéresser au sujet, à prendre des photos et à participer. Et d'ailleurs on est allé jusqu'à devant la Cour européenne des droits de l'homme pour peindre également les photos des journalistes turcs emprisonnés. Et donc ça c'est, voilà, dans un premier temps on est vraiment, on ne cherche pas toujours à créer des passerelles. Les citoyens, on a besoin de les mobiliser, de les informer autour d'une cause, et parfois on s'arrête là. De la même façon, sur les activistes, la plupart l'outil qu'on utilise le plus, c'est la pétition. La pétition, ça nous sert en plaidoyer, ça nous sert quand on va voir un chef d'État en disant voilà, ce journaliste dont on a perdu la trace, il y a tant de milliers de personnes ou de centaines de milliers de personnes qui à un moment donné en Europe, en France, aux États-Unis, dans le monde demandent des informations et attendent des réponses claires de votre part. Évidemment que là on est de la même façon dans quelque chose qui est plutôt centré sur un objectif qui n'est pas celui du don, qui est d'abord celui de l'outil plaidoyer, donc de la mobilisation, et dans un second temps pour la pétition, de la collecte d'informations. C'est-à-dire quand vous signez une pétition, évidemment, vous donnez aussi des informations sur vous, et donc c'est un moyen de rentrer en contact avec l'organisation, avec l'association. Et enfin pour les donateurs, donc cette troisième catégorie, de la même manière,
on a un souci de fidélisation pour eux. C'est-à-dire que on a besoin de les informer, on leur envoie des emails d'information, on a besoin de les remercier, on a besoin de les impliquer dans ce qu'on fait, dans les résultats qu'on arrive à apporter, en disant finalement c'est grâce à vous, et c'est vrai, c'est grâce à vous qu'on arrive à atteindre tel ou tel objectif, qu'on arrive à lancer de nouvelles activités dans le champ de la défense de la liberté de l'information, etc. Donc cette première introduction était un peu longue, mais c'était pour dire que finalement la problématique ici, elle est posée comme si nécessairement on créait des passerelles entre les donateurs, les citoyens et les activistes. Et dans un premier temps, c'est pas le cas. Dans un premier temps, on a besoin de faire grandir chacune de ces catégories de façon indépendante. Alors évidemment, on a aussi besoin, et je disais par rapport à l'enjeu de vieillissement de la base de donateurs, par rapport au nécessaire à son accroissement, on a besoin évidemment de créer des passerelles. Et donc là se pose la question de comment on fait pour créer des passerelles entre ces différentes catégories, en entendant bien sûr que c'est plus facile de transformer en donateurs des citoyens qui sont intéressés et engagés par votre cause que simplement conquérir des gens qui n'auraient jamais entendu parler de vous. Et donc c'est là que c'est intéressant évidemment de jouer sur la passerelle, parce que quelqu'un qui serait activiste, qui aurait signé une pétition, évidemment sera plus facilement sensible à votre appel au don que quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de vous. Et donc là, on a toute une palette d'outils digitaux qui permettent de jouer sur deux grands ressorts. Le premier, c'est celui de la communauté d'intérêt. Donc, c'est-à-dire que comment on fait pour jouer sur l'affinité et donc cibler pour l'appel au don des gens qui, à un moment donné, sont intéressés par ce que vous faites. Alors, par exemple, on a la possibilité, grâce aux réseaux sociaux, d'avoir ce qu'on appelle des audiences similaires. Donc, vous avez une base de données de fans sur Facebook, et donc vous pouvez dire, je demande à Facebook de cibler via des publicités des gens qui leur ressemblent. Donc, par exemple, sont fans de RSF, des gens qui ont fait des écoles de journalisme ou qui s'intéressent à tel ou tel média. En fait, tout un tas de données que Facebook a sur les fans page des organisations, et mettent à la disposition, donc sans nous les livrer, mais mettent à la disposition des organisations le fait de pouvoir proposer des audiences similaires pour cibler des informations et des communications. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on utilise parce que ça joue sur, grosso modo, si moi je suis intéressée par quelque chose, mes amis proches ont plus de chances d'être intéressés par la même chose parce que nous partageons une communauté de valeurs, d'intérêts, et donc c'est comme ça, c'est là-dessus qu'on joue. Une seconde façon, à mon sens, de jouer sur cette passerelle, c'est de travailler sur le projet. C'est-à-dire que, et c'est là où les plateformes de crowdfunding, et Coméon en fait partie, sont importantes et nous ont beaucoup appris, c'est que finalement, plutôt que de dire défendons la liberté de l'information dans le monde, on arrive plus à mobiliser sur un objectif précis, concret, à moyen terme ou à court terme. Par exemple, tel média dans tel pays a été détruit, saccagé par le régime en place. Nous pouvons fournir une assistance sur place et racheter du matériel ou payer un avocat ou faire fuir, aider le journaliste à fuir son pays et à sa famille à le suivre, etc. Et en fait, c'est des choses qui sont du registre du projet précis, de l'urgence, c'est-à-dire évidemment plus on met en valeur le fait qu'on est dans une situation qui est imminente et sur laquelle on a besoin de mobilisation tout de suite, plus on arrivera à mobiliser et à transformer des citoyens ou des activistes en donateurs. C'est-à-dire que vraiment on est là sur un registre de mobilisation qui est celui du projet, de l'urgence, et c'est comme ça qu'on travaille notamment sur les plateformes de crowdfunding. Et si on parle d'autres outils digitaux qui permettent de faire ça, c'est ce qu'on appelle le retargeting. Donc c'est qu'on a la possibilité de pouvoir cibler des gens qui à un moment donné sont venus visiter notre site internet.
Donc ils sont venus visiter notre site internet, ça veut dire qu'ils se sont intéressés à telle ou telle page ou à tel ou tel sujet, et donc ils peuvent s'abonner, donc laisser leur email, et donc on les informera et on leur donnera on les appellera à nous faire un don quand ce sera nécessaire par rapport à la problématique qui les a intéressés au départ. Si vous vous êtes inscrit parce que vous étiez intéressé sur l'Inde, on va vous envoyer un email en disant cette semaine il y a eu 2 journalistes qui ont été tués en Inde, on a besoin de vous pour pouvoir travailler davantage sur ce pays, et donc on va mobiliser vraiment de façon précise sur ce qui a intéressé la personne. Et de la même façon, quelqu'un qui aurait visité notre site web, on a la possibilité de lui renvoyer via le programme de publicité de Google tout un tas de messages publicitaires affinitaires entre guillemets par rapport à ce qu'il était venu chercher sur notre site internet. Donc je vois que le temps passe, tout ça pour dire que ce que j'évoque là, c'est vraiment des choses qu'on est en train de tester, qu'on est en train on apprend en marchant entre guillemets, et évidemment on n'a pas une organisation énorme qui lance toutes les techniques du marketing digital à tout moment pour pouvoir, comme le ferait une grande entreprise. Néanmoins, on s'inspire de ça parce qu'on pense que dans le fond, on tient là vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire partir de l'usage des gens, leur donner de l'information et les mobiliser sur quelque chose qui les intéresse. Et donc, c'est vraiment des choses qui nous inspirent pour faire cette passerelle entre citoyens et donateurs, entre activistes et donateurs. Et donc voilà, il n'y a pas de recette magique. Et pour terminer, un point important aussi, c'est que dans les organisations, comme chez RSF, la collecte de fonds et la communication sont au sein d'un même service. Et ça, c'est important parce que ça dit des choses. Ça veut dire que justement, on considère qu'un citoyen et un donateur, on peut faire des passerelles parce qu'on a décidé de faire en sorte que ce soit les mêmes personnes qui s'adressent à eux. Voilà, il y a peut-être des organisations où c'est séparé. En tout cas, chez RSF, on a fait le choix d'avoir la communication et la collecte grand public dans une seule et même équipe, ce qui permet de créer probablement plus facilement des passerelles. Merci Émilie. Merci Émilie. Effectivement, c'est un témoignage extrêmement intéressant qui montre qu'avant de travailler justement ces liens étroits entre ces différents statuts, il faut arriver à permettre aux personnes d'adhérer à la cause, de la comprendre, de leur envoyer des informations, comprendre au fur et à mesure leur centre d'intérêt. Et c'est un travail de longue haleine que permet de faciliter les outils digitaux, parce qu'il y a une plus grande facilité à faire du test et à essayer différents types de supports et d'outils. Mais c'est un travail de longue haleine qui demande vraiment une stratégie structurée, une vision long terme. Je vais passer la parole à Sandra Prédine-Ballery, donc qui va avoir un angle d'approche a priori plutôt très différent, puisque Sandra Prédine travaille dans une collectivité et est directrice de la culture et de la vie associative au département de l'Oise. Sandra, je vous laisse la parole. Merci Jérémy. Alors comme Émilie, je vais peut-être en introduction commencer par des petites réflexions préalables sur le thème qui nous réunit aujourd'hui et sur lequel vous m'avez invité à réagir. Dans le secteur de la culture et du patrimoine, c'est vrai que les notions de citoyens, d'activistes, de donateurs, elles sont pour partie déjà en cours, mais pas totalement. On parle davantage de public dans le secteur de la culture et du patrimoine, ce qui n'est pas exclusif de cette classification, mais traditionnellement, les stratégies de développement des équipements ou des politiques culturelles, elles se sont appuyées sur ces notions de public en fonction de la fréquentation des établissements. Alors c'est public scolaire, public non scolaire, public familiaux, public en fonction des catégories de tranches d'âge, mais pas en fonction de la manière dont on intervient dans le secteur. Autre réflexion préalable, évidemment, depuis maintenant 3 ou 4 ans, on a vu un très fort développement du mécénat participatif dans le secteur de la culture et du patrimoine, et ça correspond à un contexte de la puissance publique qui est un contexte de raréfaction de la ressource publique et un contexte où le financement est devenu problématique.
Ça veut dire que très souvent, le mécénat participatif, il a été appréhendé par le secteur public comme un outil de financement. Or, c'est une réflexion qui rejoint le thème. Ce n'est pas que ça. En réalité, la finalité n'est pas considérée qu'en tant que finalité, mais aussi de manière plus globale comme un moyen, précisément dans une stratégie de développement des publics. Alors, c'est ce point-là que je voudrais peut-être un petit peu développer, cette question d'outils et non pas de finalité et de stratégie globale pour le mécénat participatif appliqué au secteur culturel et patrimonial. D'abord, quand je dis une stratégie globale, c'est certes un outil qui est très nouveau dans ces méthodes de datalisation, de marketing digital. Mais dans le secteur de la culture et du patrimoine, je crois qu'il est à reconnecter avec des outils très traditionnels. D'abord de communication traditionnelle, concrète, papier, print, mais aussi dans la question des publics, à connecter avec des outils traditionnels. Je pense par exemple au secteur des musées. Les sociétés d'amis sont par exemple déjà des communautés activistes et de donateurs. Donc il y a là déjà des instruments qui existent, qui sont à penser parallèlement aux nouveaux outils numériques ou digitaux. Comme stratégie globale, le mécénat participatif, je le vois aussi dans un rapport entre l'externe et l'interne. Les collectivités territoriales sont des très grosses organisations, très lourdes, très contraintes du point de vue des normes, du point de vue du fonctionnement budgétaire et financier. Et ces nouveaux outils digitaux, ils bouleversent un petit peu nos organisations. Et c'est un outil formidable de projection pour les organisations, projection dans l'avenir, de nouvelles méthodes de management, de mise en œuvre de la transversalité, des logiques de conduite de projet. Et pour ça, je crois que le secteur de la culture et du patrimoine est un beau laboratoire pour le secteur public de mise en œuvre de nouvelles méthodes de management et de conduite de l'action publique. Une autre passerelle, je dirais, qui peut être faite dans cette logique de développement des publics, c'est la question du portage du projet. Comment on transforme un individu qui fréquente un musée, qui vient finalement, qui est passif, en un acteur du projet. Eh bien, c'est un petit peu ce que tu décrivais, Émilie, c'est la question de l'incarnation. On adhère à une cause parce que on la fait sienne, et pour la faire sienne, il faut qu'elle vous parle. Donc il y a là une nouvelle manière aussi de concevoir le rapport au public dans le secteur de la culture et du patrimoine. Alors ça rejoint des grandes problématiques, qui sont des problématiques de démocratisation culturelle, qui ont cours depuis les 30 dernières années dans les politiques culturelles de l'État. Eh bien, il y a un rapport qui change du public à la fréquentation des lieux, c'est-à-dire qu'il n'est plus simplement visiteur, mais il participe à la vie de l'établissement dans un rapport différent avec ceux qui l'organisent, qui proposent des projets culturels. Il y avait un rapport très descendant, les sachants, les conservateurs de musées, les directeurs de théâtre,
les directeurs artistiques et puis le public. Aujourd'hui, c'est ce que propose la digitalisation, c'est un mode de relation qui est beaucoup plus horizontal, qui fait que par la mise en œuvre de projets de mécénat participatif, par le storytelling, une forme de théâtralisation, eh bien, le public a un accès direct à l'envers du décor. C'est-à-dire à la manière dont on va restaurer les œuvres, à la manière dont on va concevoir une exposition. Et c'est cette incarnation des projets qui fait que le public devient finalement un activiste, devient aussi citoyen parce qu'il voit finalement que les projets culturels qui sont aujourd'hui financés essentiellement avec de l'argent public. Il faut le rappeler, c'est peut-être une grosse différence sectorielle entre les ONG et le secteur culturel et patrimonial. C'est financé essentiellement, soyons clairs, par l'impôt. Eh bien, il voit exactement ce qui est fait, l'utilisation qui est faite de l'argent public. Quand on restaure un monument historique et qu'il y a plusieurs millions d'euros qui sont consacrés à la rénovation d'un bâtiment, eh bien, le citoyen voit exactement comment est utilisée la ressource publique. Enfin, sur cette question aussi donc de mode plus horizontal, d'incarnation, de portage, la question du vote et de la validation des projets est très importante. Et là, on rejoint cette question aussi du portage, y compris du portage politique dans les organisations publiques. Le fait qu'en quantitatif, eh bien, beaucoup d'individus se valident, même si les dons ne sont pas importants, même si même il n'y a pas du tout de dons, c'est la différence entre le crowdfunding et le vote participatif. Eh bien, c'est un outil formidable pour donner à voir aux citoyens l'usage qui est fait de l'argent public. Et dans l'Oise, après avoir mis en œuvre assez tôt un projet de financement participatif dans le cadre d'une rénovation patrimoniale et muséographique, on a mis en place un dispositif de vote participatif autour d'un dispositif qui est le plus gros dispositif des politiques culturelles du département, qui est un dispositif d'éducation artistique et culturelle qui essaime dans tous les collèges du département, en lien avec la DRAC, l'éducation nationale et les acteurs culturels du territoire. Et cette expérimentation a permis de constater que ce vote permettait une visibilité accrue de ce dispositif qui est un petit peu qui est un dispositif de spécialistes. L'éducation artistique et culturelle, ça parle aux gens dans le domaine de la culture, mais pas forcément au grand public. Et là, par le biais de cette expérimentation, eh bien, on a pu constater que les collégiens, c'est le principe de la digitalisation, ils mobilisaient leur petite communauté d'adolescents, mais aussi leur famille. Et puis, voilà, par cercle concentrique, on arrivait à toucher sur une base territoriale, eh bien, un grand nombre de citoyens, d'acteurs du territoire qui découvraient un dispositif qui est très important, qui a une très grosse implication budgétaire pour la collectivité et des résultats et culturels. Donc voilà, cette question du partage, de la visibilité et du développement des publics, je crois qu'elle est vraiment essentielle à ces nouveaux outils et à considérer sûrement concomitamment à la finalité qui est la finalité de levée de fonds.
Merci Sandra. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est parti de deux points de vue complètement différents, mais on voit qu'il y a des recoupements dans les problématiques sur la manière d'appréhender ces sujets-là. C'est à la fois des choses qui sont évidemment très nouvelles et qui demandent une appropriation progressive par les structures. C'est à la fois des problématiques qui mettent un peu en exergue la nécessité et l'impératif de repenser aussi l'organisation en interne des structures et le besoin de travailler de manière un petit peu plus transversale. On l'a vu avec RSF, donc qui a décidé d'intégrer la communication et la collecte dans un même pôle. Et enfin, il y a la question de l'incarnation du projet, puisque pour mobiliser, susciter de l'adhésion, éveiller la curiosité des publics, des citoyens, des futurs activistes, ambassadeurs ou futurs mécènes, il faut travailler, incarner les projets, incarner les causes. Émilie, côté RSF, est-ce que tu vois, en termes de messages qui sont diffusés, finalement, tu disais que ceux qui ont le plus d'impact, ce sont ceux où on met en avant des projets précis, où on met des noms, un territoire un peu plus en avant que pour d'autres projets. Est-ce que aussi il y a une question il y a une importance, une légitimité autre quand c'est telle ou telle personne au sein d'RSF qui prend la parole pour justement une pétition ou un appel aux dons? C'est que ce soit la direction ou les bénévoles, les militants sur le terrain, comment ça se... Oui, alors ça c'est tout à fait vrai et on le voit de façon très claire quand on lance un email. Il arrive que par exemple un email qui concerne la situation des blogueurs au Vietnam, exemple récent, on décide de changer l'expéditeur et de mettre le nom du responsable du bureau Asie de RSF qui donc en son nom, Daniel vous écrit et vous dit voilà ce qui se passe au Vietnam, j'étais moi-même sur place la semaine dernière, voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que nous faisons, ce que je fais, ce que nous faisons dans l'équipe pour venir en aide aux blogueurs vietnamiens, etc. Et évidemment que ça a beaucoup plus de force et beaucoup plus d'impact que si c'est la communication de RSF ou si c'est Reporters sans frontières de façon globale. Donc ça c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup et qu'on développe davantage concernant la prise de parole par le biais de messagerie électronique. L'appel aux dons de fin d'année, c'est notre secrétaire général Christophe Deloire qui l'envoie. Enfin, vous recevez un mail de sa part. Et au-delà du fait que c'est important parce que ça a plus d'impact du point de vue du récepteur, c'est important parce que ça mobilise aussi davantage ce que tu disais, l'interne. C'est-à-dire que, évidemment, moi je vais pas envoyer un email au nom de quelqu'un sans lui poser la question de savoir s'il est d'accord avec ce qu'on va dire de la situation. Et ça crée des liens. Ça crée des liens entre des gens qui sont sur l'opérationnel du terrain et la collecte, dont on a parfois dans les organisations eu tendance à dire que c'était un peu les vendeurs du temple, si je caricature, mais grosso modo, il y avait ceux qui agissaient et ceux qui faisaient de la collecte de fonds. Et donc ceux qui agissaient, évidemment, quand on est sur une situation d'urgence au Vietnam, et que moi je fais un email en me disant on a besoin de votre argent pour nous aider, celui qui agissait disait je comprends pas pourquoi tu prends cet exemple-là. Enfin, on avait vraiment ce genre de débat au sein des organisations où la logique marketing n'était pas nécessairement facile à comprendre pour ceux qui étaient sur une logique d'opération. Et donc probablement qu'avec les outils digitaux, cette incarnation et donc crée aussi des liens en interne. Et donc pour moi, un double intérêt, celui de l'impact vis-à-vis du public et celui du tissage de liens internes par rapport à des projets ou par rapport à des sujets de communication. Et est-ce que c'est une observation qui peut être faite aussi à l'échelle d'un département? Parce qu'on est quand même sur d'autres logiques, plus politiques. Comment ça se passe? Oui, alors l'objectif est le même, c'est l'incarnation. Je crois que cette question du portage, elle est essentielle, et de sa concrétisation. Il faut que les choses deviennent presque charnelles dans le rapport que les donateurs ont avec le sujet. Alors moi, je vois 3 catégories de personnes qui peuvent incarner et porter le projet à l'échelle d'une collectivité publique. Ce sont les élus. Je crois qu'il n'y a pas de projet qui aboutisse quand il n'y a pas un portage politique
fort. Donc il faut que et puis les élus sont aussi le lien entre l'action publique et le citoyen. C'est vraiment eux qui sont cette cheville ouvrière. Donc l'implication des élus est essentielle. Et ensuite, il y a deux autres catégories qui sont des catégories de décisionnaires au niveau sectoriel. Ce sont les directeurs d'équipement. Je crois que dans un théâtre, le directeur du théâtre, dans un musée, le directeur du musée, pour un festival, le directeur du festival, sont des figures tutélaires des projets qui les portent, qui les incarnent, qui les personnifient. C'est une première catégorie, je dirais, de professionnels. La deuxième catégorie, ce sont les experts. Je crois que la rencontre, le témoignage d'un restaurateur, d'un musicien, d'un conservateur. Hier, je faisais une visite avec un conservateur de musée, d'une exposition. Elle me parlait d'un tableau qu'elle avait redécouvert. Il n'avait pas été montré depuis 1855 à l'exposition universelle. La manière dont elle me parlait de sa découverte, de son métier, m'a fait passer un moment unique, exceptionnel. Elle m'a raconté une histoire qui m'a fait rêver encore toute la soirée. Et ça, je crois que c'est très important dans la conduite des projets, que d'arriver à transcrire ça, à communiquer ça au public. C'est ça qui crée l'engagement. Et comment motiver du coup ces personnes-là parce qu'il y a évidemment derrière une question, enfin on parle de communication, on parle de marketing, ça peut faire peur quand on est conservateur d'un musée. Comment justement leur communiquer ce besoin, cette nécessité, cet impératif finalement de partager leur engagement et leur passion pour arriver à mobiliser des communautés autour d'un projet. Comment ça se passe? Parce que dans le secteur public c'est quand même un petit peu particulier. Ouais. C'est à ça que servent les directrices de la culture, actuellement. Et les managers publics. Je parlais de l'adaptation du secteur public aux nouvelles donnes du secteur. Je crois que ce sont les enjeux, c'est effectivement faire évoluer les mentalités, y compris les mentalités des professionnels. Et à l'échelle d'une collectivité, en termes d'organisation interne, justement, quel impact ça a aujourd'hui parce qu'on parle dans les ONG du fait que la communication, le marketing, la collecte puissent être regroupés sous un même pôle. Dans les collectivités, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là Eh bien, je crois qu'il faut prendre RSF comme modèle. Le secteur public a tout intérêt à observer le secteur privé et peut-être réciproquement. Effectivement, penser les projets en transversalité dans leur aspect multidimensionnel, en pensant la culture avec la communication avec le marketing territorial. Ce sont les grands enjeux des collectivités du secteur public aujourd'hui et dans les quelques années qui viennent. Émilie, est-ce que côté RSF, tu aurais d'autres exemples à partager peut-être d'opérations qui auraient capoté ou qui auraient au contraire très bien réussi pour justement travailler de manière étroite ce passage d'ambassadeur à donateur ou vice-versa? Alors des exemples précis, peut-être en parlant ça viendra, mais c'est surtout, je pense, la difficulté, ou en tout cas le gros enjeu pour nous, c'est de ne pas perdre l'ADN de l'organisation. C'est-à-dire que quand vous fermez les yeux et vous pensez à RSF, vous pensez aux grandes actions de flamme olympique qui s'éteint, de quelqu'un en haut de Notre-Dame en train de porter un étendard. Enfin, RSF porte une espèce d'image transgressive jusqu'au boutiste pour défendre une cause, et c'est probablement ça qui a fait que cette cause a émergé parmi tant d'autres comme étant un sujet important pour chacun d'entre nous et comme étant un sujet réel de démocratie,
de droits de l'homme, alors que c'était pas évident en fait dans la multitude des sujets qui nous préoccupent chacun aujourd'hui. La liberté de l'information, finalement, je sais pas si ça aurait pu avoir cette place-là sans qu'il y ait avant nous des femmes et des hommes qui à un moment donné montent des actions un peu spectaculaires. Et aujourd'hui, on est dans un moment où c'est ça qu'on doit réussir à conserver et le faire sur des outils qui sont nouveaux, avec d'autres formes, avec une forme d'engagement de communauté, sans que... voilà, et sans perdre pour autant finalement cet objectif-là et cette image-là. Et c'est quelque chose qui est assez difficile parce que je crois qu'on doit réinventer des formes de prise de parole sur le digital, des formes d'action subversive sur le web, des formes d'étonnement ou d'engagement des communautés qui sont pas évidentes parce qu'elles sont propres à chacune des marques, chacune des organisations. Et donc on doit trouver, alors on a les outils, mais maintenant on doit trouver la façon de s'en saisir et de pouvoir dire ce qu'est notre organisation, ce qu'est notre cause avec ces nouveaux outils-là. Donc c'est à mon sens le gros enjeu pour la communication et la collecte de RSF aujourd'hui. La preuve d'audace, donc, et d'expérimentation. Voilà, exactement. Ouais. Merci beaucoup Émilie, merci Sandra. On va passer donc la parole à vous, public, pour voilà, vos questions à nos intervenantes ou témoignages, retour d'expérience. N'hésitez pas à vous présenter avant de poser votre question. Merci. Oui, bonjour, Jean-Philippe Oran, à l'EDSUB. Je voudrais juste rebondir sur votre dernier propos. Et les titilles et l'ADN, ça me semble assez intéressant parce qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas une question qui est de l'ordre... Bon, il peut y avoir un enjeu qui est de pomper le pognon de la foule sentimentale, c'est-à-dire de demander de l'accord et donner de l'argent pour plaider une cause. Mais là où ça va titiller l'ADN, et je pense aussi à la collectivité, vous disiez madame, mettre en avant les élus, les experts, moi je prendrais la contraposée, au contraire, qui lâche la bride pour que l'incarnation, ça soit par nature, permette qu'il y ait cet engagement et qu'on donne parce qu'il y a des activistes, pas parce qu'on est activiste, mais parce qu'on voit des choses et on peut faire partie de ces actions et qu'il y a de la co-construction. Donc autour de l'engagement, et vous l'avez souligné, la RSF, si dans votre propos, est-ce que pour faire augmenter cette courbe d'implication et aussi d'argent qui est mis, ça ne suppose pas de manière assez corrélée qu'il y ait de la co-construction et de l'engagement, et pour boucler mon propos, qui aille justement titiller l'ADN, puisque ça vient questionner le pouvoir et la manière dont l'organisation, que ce soit RSF ou que ce soit une collectivité, s'est développée. Alors, ce que vous dites, à mon sens, pas contradictoire avec ce que nous avons dit toutes les deux précédemment. Moi, je parlais d'un mode de relation qui est un mode de relation horizontal, plutôt qu'un rapport qui était vertical, plus vertical précédemment. Je crois que c'est cette horizontalité qui permet la co-construction. Donc le fait qu'il y ait un portage et une incarnation n'est pas contradictoire avec le fait que c'est le partage du savoir, de la connaissance, qui va permettre de produire des effets au bénéfice de la cause. Voilà. Et pas, encore une fois, pas uniquement dans une relation de financeurs, d'une part les sachants, enfin une logique de silo où il y aurait d'une part les experts, les sachants, d'autre part la puissance publique qui finance, et puis maintenant, effectivement, une foule sentimentale qu'on viendrait traire comme une vache à lait. Je crois que c'est pas du tout la logique, la démarche qui peut produire des résultats. C'est une logique qui rebat complètement les cartes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une spécialisation de chacun, mais effectivement, vous avez raison, monsieur, où on envisage les choses dans leur modalité d'action, dans une logique de partage et de co-construction.
Oui, peut-être pour compléter, effectivement, ce qui est nouveau, et ce qui est probablement une opportunité et un risque, c'est que en tant qu'organisation, comme en tant que collectivité, comme en tant qu'entreprise, on y a accès à cette foule sentimentale dont vous parlez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, la tentation peut être grande de dire je vais lancer un grand message qui fait pleurer dans les chaumières et de cette façon-là obtenir un maximum d'argent pour financer mes actions. Parce que le rapport, il est immédiat. On peut aujourd'hui facilement, via les réseaux sociaux, pouvoir envoyer des messages à une très 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 grande masse de population. Et donc, mais je dirais que le retour de bâton peut être tout aussi immédiat et tout aussi fort. Donc c'est pour ça que probablement dans les organisations comme dans les collectivités, on a des barrières qu'on se met seul parce que pour des raisons éthiques, mais aussi parce qu'on sait qu'on perdrait en efficacité, on perdrait même en légitimité si on allait dans une forme de communication qui serait trop simple ou trop simpliste, ou si on avait ce genre d'attitude vis-à-vis du très grand public. Et donc voilà, donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, vous parliez de travailler, de mettre en avant entre guillemets les activistes, parce que parfois on se dit tiens, on voit ces gens-là et on a envie de les soutenir pour ce qu'ils font. Et ça c'est quelque chose de très fort, vous avez raison, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire que et c'est pour ça que le début de mon propos tendait à dire finalement il y a les citoyens, les activistes et les donateurs et on ne crée pas toujours de passerelle entre. Mais effectivement il y a des actions des activistes sur le web qu'on est en train de travailler, avec lesquels on est proche. Par exemple aujourd'hui on a des activistes qui nous aident pour débloquer des sites internet de médias qui sont interdits dans tout un tas de pays du monde. Et donc ça c'est quelque chose de très spécifique qu'on fait. Ça coûte très cher parce que au-delà du déblocage de sites, on passe par des satellites. Moi je suis pas spécialiste, mais des satellites qui permettent d'émettre dans des pays où le site est censuré. Et donc c'est une action d'activiste pour hacker entre guillemets le système. Mais on a besoin du soutien financier du public, et donc on montre cette action des activistes en disant aidez-nous parce que grâce à vous les hackers vont pouvoir aller plus loin et débloquer encore plus de sites dans des pays où ils sont interdits. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais bon, c'était pour donner des éléments comme ça d'exemple. Maxime Oyon, Château de Versailles. J'ai juste une question pour vous, RSF. Question pratique. J'aimerais connaître quels sont les outils que vous utilisez pour gérer cette masse de donateurs et d'activistes et de citoyens, comment vous passez de l'un à l'autre. Oui, alors donc pour la base de données, on utilise Salesforce, qui est un outil qui permet de lier des éléments d'information sur des individus avec des emails, avec des bases de collecte de fonds, avec une base du site internet. Et donc en fait c'est comme ça que notre base de données est constituée. Salesforce est par ailleurs une société qui fait beaucoup de mécénat de compétences dans tout un tas d'organisations, et du coup qui nous aide parce qu'on n'est pas des spécialistes de la data, et qui nous aide à constituer de cette façon-là des bases de données. Et donc à partir de là on travaille sur ce que je vous disais, sur l'email, sur la collecte, etc. Ensuite, ça c'est pour la data. Ensuite on utilise des outils qui sont des outils souvent offerts par quand on est des associations, des organisations à but non lucratif, comme Google Grant, qui permet de faire de l'achat de mots ou de la publicité sur Google de façon gracieuse, avec un certain nombre de crédits offerts par Google en début d'année. De la même façon, sur Facebook et sur Twitter, on est proche des équipes commerciales en France pour leur dire
voilà, quand on lance une campagne de ce type-là, comment on peut... ils nous aident à monter une stratégie, je dirais, sociale, entre guillemets, ils nous accompagnent. Et donc, c'est du mécénat de compétences de cette façon-là aussi, de leur part. Voilà. Et puis après, on travaille avec des plateformes comme Coméon ou comme d'autres, de façon spécifique, en fonction des opportunités, en fonction du temps qu'on a aussi, pour monter des projets et tester en fait des choses nouvelles qui nous sont proposées ou qu'on découvre, comme l'arrondi sur salaire, le microdon. Enfin, il y a tout un tas de nouvelles formes de collecte qu'on appréhende au fur et à mesure et qu'on teste et qui marchent ou pas d'ailleurs et qu'on décide de poursuivre ou d'abandonner. Peut-être un retour d'expérience à partager. Je sais qu'on a dans la salle des ONG, Coalition Plus, peut-être. Charles, comment vous travaillez Nous, c'est en fait, on ne fait pas appel à des activistes, ils sont sur le terrain, on est une union d'associations, de 15 associations de lutte contre le VIH et les hépatites virales dans le monde. Donc les activistes sont déjà à l'intérieur, enfin font partie des associations membres. Les donateurs sont juste donateurs, mais justement on a voulu partir dans le sens inverse en fait. Partir des donateurs et voir s'il était possible de les faire bouger, mais différemment auprès de leur entourage, auprès de leurs proches, et d'essayer de nous trouver de nouveaux donateurs justement. Et ça n'a pas fonctionné, après ça peut être pour plusieurs causes, justement on analyse, mais justement... À chaque fois, vous êtes parti de citoyens activistes, et je voulais ça pour arriver peut-être à donateurs. Et est-ce que vous avez pensé à faire l'inverse aussi? Puisque ceux qui donnent sont peut-être, a priori, aussi intéressés par ce que vous faites. Et est-ce qu'il y a moyen de les mobiliser, justement, dans ce domaine-là? Alors, de la même façon pour nous, le fait de mobiliser des donateurs pour... obtenir pour parrainer par exemple d'autres donateurs ou ce genre de choses n'a pas été forcément très concluant. Par contre, il nous arrive régulièrement de nous adresser aux donateurs pour signer des pétitions ou pour venir à un rassemblement ou pour donc si vous voulez on les contacte pour faire autre chose, évidemment, que juste nous donner de l'argent. Et donc, ils sont impliqués dans toute la vie de l'organisation et donc la vie citoyenne, activiste, etc. Mais de la même façon, vous, quand on a cherché à leur demander de l'aide pour accroître la base de dons, ça n'a pas été forcément concluant. Et côté département de l'Oise, parce que Sandra, tu nous as parlé d'opérations de crowdfunding, de vote, comment a été travaillée cette base Oui, dans le cadre de l'opération de crowdfunding qui a été mise en place pour la réouverture du musée départemental, très clairement, le cercle de donateurs a été un premier public très, très engagé qui toute l'année de la première année de réouverture a été très présent. Dans l'établissement. Donc, dans le secteur culturel et patrimonial, je pense que le lien est plus naturel entre le fait de donner et l'implication personnelle sur la cause du don. Mais est-ce que vous aviez une stratégie pour justement les impliquer dès le début, ces donateurs, ses amis, enfin souvent les sociétés des amis, tel ou tel musée Alors, vous avez raison, j'y ai fait allusion tout à l'heure, je trouve que ça ressemble beaucoup dans les modalités d'action à ce que sont des sociétés d'amis traditionnelles. Ces cercles de donateurs, avec d'ailleurs des segmentations. Dans les sociétés d'amis, il y a des segmentations par catégorie de dons, avec des contreparties qui sont des contreparties d'implication. Donc la stratégie, c'est une stratégie assez traditionnelle en fait, c'est-à-dire des propositions de participation à des activités en fonction du niveau de dons, d'accès à des visites, à des activités plus ou moins privilégiées. Nous aussi, on avait une particularité, c'est qu'on a une base de données qui est jeune en fait, qui a 28 ans en moyenne. Voilà, de donateurs. Un peu exceptionnel dans le domaine.
Mais là, non, ça n'a pas fonctionné non plus. Moi, je vais revenir à la question des publics, plutôt qu'à cette catégorisation de donateurs activistes, parce que c'est stratégique dans les politiques culturelles. Et avec la digitalisation, le gros enjeu, c'est de toucher des publics qui ne sont pas les publics naturels des équipements culturels. J'étais un petit peu rassurée de voir que aussi chez RSF, les donateurs étaient vieillissants, parce que ce qui catégorise la fréquentation des équipements culturels, c'est que est surreprésentée la catégorie des seniors ou inactifs. Et la cible des populations actives, adolescente est très importante, et par ces outils on essaye de les mobiliser. On n'a pas encore, je dirais qu'on va nous aussi en marchant, mais on voit bien que c'est un très gros enjeu dans le secteur culturel et patrimonial, parce que ce sont les publics de demain, ces adolescents et ces jeunes actifs. Voilà. Peut-être que Charles de Coalition Plus pourra donner des bonnes pratiques pour comment rajeunir ces publics et ces communautés. Je vois qu'on est arrivé à la fin de cette session. Donc merci beaucoup à Sandra Prédine-Ballery et Émilie Boulet de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour votre présence et votre participation. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver un compte-rendu de la session, comme l'a dit Thérèse, en début de conférence, sur le blog de Coméon, sur notre chaîne YouTube également. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous juste à côté pour continuer à échanger, si vous le souhaitez, sur cette session passionnante. Merci et à bientôt. Merci.